Enfin, un graveur qui est prévu pour les débutants, mais pas que, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Ça, c'est la nouvelle Falcon A1 de Creality, un graveur qui est entièrement fermé, d'une puissance de 10 watts, dans son enclos, avec une caméra, fourni avec son logiciel pour pouvoir faciliter finalement la prise en main d'un graveur laser. Alors je te propose de regarder ça ensemble, juste après le générique. Quelques points clés pour ce Falcon A1 de Creality. La surface de gravure va être de 380 par, 381 plus précisément, par 305. Et là où on va avoir du changement par rapport aux autres graveurs laser qu'on a pu connaître de cette marque-là, c'est que au niveau des déplacements, ça fonctionne un peu comme une imprimante 3D. On est sur ce qu'on appelle un Core XY. Tu vois ici, on a un déplacement de la tête sur cet axe-là, et ensuite, on a un déplacement de l'axe comme ceci. En soi, le déplacement, là, il n'y a rien de nouveau, mais c'est le principe de montage sur ces types de barres, et ça devrait améliorer la rapidité d'exécution, la rapidité de gravure et de découpe. Bien sûr, ce qu'on a vu ensemble, c'est qu'on est sur un graveur qui est complètement fermé, avec de l'acrylique comme ceci, qui va te permettre de protéger des rayons du laser. Donc, on a ce capot sur le dessus qui embarque directement une caméra, et si on souhaite, on va pouvoir retirer aussi les pièces par la partie avant de notre graveur laser. Et si on rentre tout de suite dans le vif du sujet, imaginons que tu aies une plaque comme ceci, enfin une grosse boîte, et tu vas pas pouvoir placer ton graveur dessus parce que elle va être trop encombrante. Et là, pas de souci, parce que tu as juste à retirer la plaque qui est dessous, qui est montée avec 4 vis, et on va pouvoir surélever directement le bloc. Allez, on va observer au niveau du câble management. Donc c'est le câble qui va permettre d'alimenter notre laser, qui est monté sur ce système de chaînage, et à l'intérieur on a aussi un tube en silicone, tu vois, qui vient juste sur le dessus de ta tête laser. Et ça, c'est quoi ce tube silicone? En fait, c'est un tube qui va être raccordé à ce qu'on appelle une assistance d'air, qui est ceci. Le but, c'est quand on fait surtout de la découpe, c'est d'avoir des découpes qui sont propres, pour éviter d'avoir des choses comme ceci avec du suintage et avoir des traces noires lorsqu'on fait la découpe. Donc on va souffler de l'air au niveau de la tête laser, tu vois, on a le rayon qui va passer juste en dessous, et en même temps on souffle de l'air, ce qui va éviter aux fumées de s'accumuler et te permettre d'avoir des découpes qui sont parfaitement propres. Ça, c'est un vrai point positif et qu'on trouve sur quasiment tous les nouveaux lasers du marché. Par contre, vigilance, forcément, si tu fais de la découpe et que tu découpes sur une plaque en tôle qui ne respire pas dessous, si on ne met pas de nid d'abeille, eh bien, à l'envers de ta pièce, tu auras des choses comme ceci. Donc on aura ce fameux suintage et ces marques, étant donné que la fumée va pas pouvoir s'évacuer correctement. Donc un nid d'abeille peut être essentiel sur ce type de graveur laser, ou sur tout graveur laser, à partir du moment où tu vas faire de la découpe. Et ça ressemble à ça, un nid d'abeille. Ça veut dire que tes pièces, quand elles vont être posées dessus, quand tu coupes, ça peut passer à travers, et le fait que tu ne vas pas couper sur une tôle, tu n'auras pas toutes ces marques sous le matériau que tu découpes. Ça coûte vraiment pas grand chose, tu vois, un grand comme ceci, qui ne passe pas d'ailleurs dans cette bécane, va coûter aux alentours de 40-50 €, donc un petit format qui passe dans notre A1, ça va coûter entre 30 et 40 €. Et à quoi va nous servir cette caméra? Imagine que tu veuilles faire de la gravure sur ce petit morceau d'acrylique que l'on pose ici. L'idée, c'est que une fois que ceci est fermé, tu fais une capture photo de ton petit rond. Ça te permettra de le voir dans le logiciel de gravure, et tu pourras placer, imaginons par exemple un dessin, ou si tu veux faire une découpe dessus, tu le placeras directement sur ton bout d'acrylique. Et là où on a vraiment quelque chose qui est vraiment top, c'est qu'en fait, ça se déballe, tu branches, tu n'as quasiment rien à faire. 95-98% des pièces sont prémontées, donc c'est vraiment prévu du coup pour tout le monde. Donc pour les débutants, oui, bien entendu, et pour les non-débutants aussi, parce que c'est quand même plaisant de pouvoir avoir une bécane qui arrive, de brancher, et de commencer tout de suite à t'amuser avec. On va pas passer des heures, tu sais, à monter tous les axes, mettre une courroie dans plein de graveurs laser d'entrée de prix du marché, voire même des graveurs qui sont quand même à plus de 500-600 €, arrivent pas prémontés. Donc tu t'embêtes à tout visser, tout fixer, tu vas passer quand même pas mal de temps, et pour avoir quelque chose qui des fois va être
pas complet, étant donné que ce sera à toi de retendre les courroies, d'ajuster les choses, de calibrer. Là, t'as rien à faire. Bon, quand je dis t'as rien à faire, j'exagère un peu. En gros, tu as une alimentation qui est ici, que tu viens brancher sur le côté de ton graveur laser. Ensuite, un câble USB que tu raccordes à ton ordinateur. Ensuite, le petit tube en silicone qui est ici, que l'on raccorde à notre assistance d'air qui est juste que j'ai posé derrière, mais que tu peux poser où tu le souhaites. Ici, on pourrait croire qu'il y a plein de câblages, mais non, en fait, l'alimentation de l'assistance d'air, elle n'a pas une alimentation dédiée comme ceci. C'est directement ton graveur laser qui va alimenter l'air assist. Donc tu le branches aussi. Et c'est tout. Ça y est, il est prêt à fonctionner. Donc tu as vu, ça va te prendre allez, 5 minutes, 10 minutes à tout casser. Pour le Falcon, on va regarder ce qu'on retrouve sur le côté. Alors, ici, on a un bouton d'arrêt d'urgence. Je ne sais pas si j'arrive à faire la mise au point. Oui, ça y est. Hop. Je sais pas, ça va peut-être pas bien matcher. Si, ça y est. Ici, bouton d'arrêt d'urgence qui va arrêter immédiatement toute gravure. Si tu vois par exemple que tu as un départ de feu. Pour le déverrouiller, bah, assez simple. Hein. Tu vas le tourner et ça remet en fonctionnement ton graveur. Ce n'est pas pour ça qu'il va repartir et qu'il va de nouveau graver. Hein. Là, il va se mettre en pause et il va lui demander que tu lui donnes une action pour pouvoir repartir. Ici, une seconde protection avec une clé. Ça veut dire que si tu n'as pas fait un tour de clé, ben, personne ne pourra utiliser le graveur. Et c'est typiquement, par exemple, si tu as des enfants à la maison, c'est important de mettre un coup de clé. Alors même si normalement ils n'ont pas accès à ceci, il suffit que d'un seul coup ils appuient sur le bouton marche, qu'ils appuient sur ce bouton qui est ici, et puis ils pourraient lancer le graveur, parce que le graveur va garder en mémoire la dernière gravure qui a été faite. Et pour le reste, on a vu, hein, c'est des câblages, donc on a encore un port de disponible pour pouvoir brancher par exemple un Rotary avec le Falcon A1. On va regarder un peu plus dans le détail la conception et la façon dont ça a été pensé. Donc au niveau de ceci, on a plusieurs charnières, et les charnières sont de qualité, on n'est pas, tu sais, sur un truc qui est branlant. Donc si tu le mets comme ceci, il ne va pas forcément tenir en position, mais dès que tu le lèves à peu près à 75 degrés, il tient. Tu vas avoir des aimants de chaque côté qui vont correspondre à ceci. Donc ceci c'est quoi? C'est une protection. Imaginons que tu es en train de faire une gravure, que tu as plein de fumée à l'intérieur ou autre. Et bien à partir du moment où tu soulèves le capot, pareil, ça va mettre en pause ton graveur. Et on a exactement le même principe sur lequel lorsque tu l'ouvres, eh bien on va avoir des capteurs avec des aimants qui vont déterminer que tu as il peut y avoir un risque, donc ton graveur va pas pouvoir tourner si tu as soit le haut, soit la porte de devant qui est ouverte. Et la porte de devant, c'est dans les choses qui sont bien pensées, parce que ça va te permettre de pouvoir dégager facilement tes planches, retirer aussi les impuretés qui vont se retrouver sur ta plaque. Et surtout, pour ceux qui ont d'autres graveurs, on a tous connu le problème de quand on a une planche qui est un peu grande, pour pouvoir la passer comme ceci, sur lequel il faut déplacer complètement ton graveur, et des fois tu es en galère parce que il faut soulever le graveur pour pouvoir faciliter le passage de ta planche. Alors le grand avantage, c'est le fait de pouvoir directement présenter ta planche comme ceci. Tu la fais passer dessous et tu n'es pas embêté à devoir déplacer ta tête, des fois même de devoir la démonter. Donc ça c'est vraiment facilitant en tout cas pour pouvoir placer des grandes pièces et pour pouvoir retirer, comme on a vu tout à l'heure, les déchets. On aurait pu aimer un espèce d'autofocus, non, là on est un peu comme à l'ancienne. Alors c'est comme tous les graveurs de la gamme Creality, je vais te montrer comment ça fonctionne. Ici on a une cale que l'on va placer. En fonction de la hauteur par exemple de notre contreplaqué, eh bien on va adapter la hauteur de la tête laser. Typiquement ici on va travailler par exemple un contreplaqué de 5 mm, on se met sur la base du milieu, on met notre plaque, on déplace notre laser, et ensuite on va dévisser. Alors d'une main il va tomber sur notre plaque, normalement tu utilises les deux mains, il tombe sur l'escalier numéro 2, on resserre les petites vis qui sont ici. Ça nous permet en fait d'adapter la hauteur par rapport au matériau que tu veux couper ou graver. Donc ensuite on déplace notre graveur ou on retire tout simplement notre petite cale. Et ça d'ailleurs, je crois que dans le guide, dans le petit bouquin qui est fourni avec, je suis pas sûr qu'ils en parlent, enfin je crois pas l'avoir vu. Donc c'est
important, c'est la base de tes gravures et la base de tes découpes. Si tu n'es pas à la bonne hauteur, eh ben, tu ne pourras jamais faire quelque chose de propre. Tout à l'heure, on a vu la chaînette qui maintient, tu vois, le cam management et le tube en silicone pour l'assistance d'air. Et on va regarder un petit peu les pièces. Donc ceci, hein, c'est en plastique. Par contre, cette partie-là, on voit qu'elle a été plutôt bien pensée. Ils auraient pu mettre quelque chose d'assez low cost, pareil, en plastoc. Et là, non. Et on est quand même sur du métal, ce qui fait qu'on a quand même quelque chose qui devrait avoir une meilleure résistance dans le temps. Pour la caméra, sur laquelle j'ai dit on verra plus tard, ils ont prévu aussi ce petit cache ici. En fait, c'est même si tu vois là, tac, il faut le clipser. Hein. C'est dans l'idée où maintenant tout produit qui sort dans le commerce qui a une caméra, les gens vont s'inquiéter à savoir si mon produit est hacké. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à ce que des personnes malveillantes fassent des captures ou regardent à distance ce qui se passe dans ma maison? Eh bien, tu vas pouvoir cacher ta caméra comme sur un ordinateur. À chaque fois, on va avoir des capteurs de fin de course. Hein, lorsque il vient en position comme ceci, hop, ou de ce côté-ci, et quand il arrive au point home. Et pourquoi on a besoin de ces capteurs? Eh bien en fait, imaginons que tu es en train de graver, que tu as arrêté ton travail en cours, ou peu importe, ou que là on le déplace un petit peu, et puis que on lance une gravure, et que lui, il croit être dans la position home ici, et toi, ta gravure, elle est par là-bas. Eh bien ton graveur va avoir tendance à vouloir aller complètement au bout pour pouvoir faire commencer le job, et grâce aux fins de course, ça évite tout simplement que toute la partie mécanique trinque, parce que si tu n'as pas des capteurs de fin de course, tu vas avoir tes courroies et tes moteurs qui vont forcer. Donc bon, là on commence à le retrouver sur beaucoup de graveurs laser maintenant, mais on a encore quelques produits d'entrée de gamme qui n'ont pas ces capteurs, ce qui fait que il faut être super vigilant lorsque l'on n'a pas ce type de mécanique ou d'électronique embarquée. Ok, tu as eu la bécane. On a vu ça s'est monté en 2 secondes, je t'ai montré le principe, hein, le petit tour du produit. Maintenant on va voir est-ce que c'est facile d'utilisation. Donc la première mise en marche, la première prise en main. Ensuite à l'arrière, on va avoir tu vois, un raccord pour pouvoir brancher le tuyau qui est livré avec, pour pouvoir évacuer tout simplement tes fumées. Alors soit tu évacues tes fumées directement vers l'extérieur, hein, par le biais d'une fenêtre ou autre, soit comme moi, tu vas le raccorder à un purificateur d'air. Moi j'utilise par exemple celui-ci qui est le Mecpo. Donc ça c'est la toute dernière version hein, d'ailleurs du purificateur de Mecpo. Donc tu viens brancher ton tuyau sur le dessus, il te faudra adapter un raccord pour que ce soit à la bonne dimension, parce que le tuyau qui est livré avec est un peu plus fin que ce qui est prévu avec le Mecpo. Et si tu n'as pas de raccord, c'est pas trop grave en soi, hein. Tu peux te débrouiller avec un petit peu de scotch que tu tournes autour, tu fais ça proprement. Je te montre rapidement comment fonctionne ce type de purificateur d'air, donc c'est tous à peu près sur le même principe. Ici, on a le dessus, on va le retirer. Et là, on va avoir des principes, tu sais, de pré-filtre, ensuite de filtre à charbon. Donc, on a une partie qui est ici de pré-filtre. Donc, c'est livré avec plusieurs... c'est les choses que tu vas changer le plus régulièrement. Ensuite, on a une autre cassette qui est ici. Donc, je vais retirer tout l'ensemble. Le pré-filtre, dans la cassette, ensuite, on a différents types de filtres qui sont à l'intérieur. Et ça se présente comme ceci. Tu vois, c'est assez volumineux. Et donc dessous, on va avoir une espèce de gros ventilo qui va absorber, tirer la fumée pour la faire passer à travers les filtres. Ça veut dire que ton Falcon A1 va déjà avoir un ventilo sur l'arrière qui pousse dans le tuyau, et ton Mecpo qui va avoir un ventilo qui lui va tirer la fumée. Et ensuite l'air, les fumées, les particules, tout ça c'est filtré, et ça va s'échapper sur le dessous du purificateur. Alors sur d'autres vidéos, je t'avais montré aussi le Atom Stack, qui est plus un entrée de prix qui est aux alentours d'une centaine d'euros, mais qui est beaucoup moins efficace que ce type de filtre, de purificateur, pardon, étant donné que tu n'as pas tous ces systèmes de filtre, pré-filtre, et c'est surtout moins puissant lorsqu'il va tirer la fumée. Et voilà, on a fait le tour en tout cas du Mecpo. On a un variateur sur le dessus pour augmenter la puissance d'aspiration ou non. Première chose, allez, tu vas raccorder ton câble USB
ou USB-C, tu as un adaptateur à ton ordinateur. Et là par contre, où ils n'ont pas été très bons, c'est que ils n'ont pas fourni de clé USB, ils n'ont pas fourni grand chose. Alors ok, il y a quelques petits QR codes ou autres, mais les QR codes la plupart du temps, on le fait avec le smartphone qui renvoie vers un lien, alors que là, nous on veut démarrer depuis notre ordinateur. Donc il faut télécharger le logiciel qui s'appelle Falcon Design Space, et c'est pas si simple à trouver. Donc si tu connais pas le nom du logiciel, si tu sais pas où le télécharger, tu le trouves pas aussi facilement que ça. Suivant le site de Creality, et bien sur certains sites de Creality, tu sais, ils ont un site Europe, un site France, ils ont pas mal de stores, et ben l'accès pour pouvoir télécharger le logiciel ne se trouve pas immédiatement, ou si tu as beaucoup de chance, tu tombes tout de suite dessus, ou si tu connais parfaitement le nom du logiciel, tu vas pouvoir le télécharger. Et typiquement, si tu mets le nom de logiciel et tu lui dis que tu veux télécharger, il te renvoie vers un site qui n'est pas forcément le site français, et sur le site qui n'est pas français, il te dit: es-tu sûr de vouloir rester sur ce site ou revenir sur un autre site qui est plus francophone? Et là, on a du mal à trouver le logiciel. Tout ça pour te dire que oui, c'est quelque chose qui a été pensé pour les novices, mais il devrait améliorer ici le côté première utilisation. On a notre logiciel qui est enfin installé, tu choisis ton graveur, nous c'est le Falcon A1. Ensuite, il te donne la petite étape de l'unboxing, donc moi je te l'ai même pas fait parce que ça sert à rien, il n'y en a pas, mais si tu veux regarder la vidéo, ils l'ont mise en ligne. Il te dit de brancher ton câble USB-C, ça tu l'as déjà fait, tu appuies sur suivant, ensuite il va aller checker pour vérifier s'il reconnaît ton graveur laser. Il va te dire de présenter la planche qui est livrée avec, pour la mettre à l'intérieur. Alors nous on va en mettre une autre, parce que tout simplement je ne sais pas où elle est la planche de tout à l'heure, je l'ai déjà utilisée. Et donc maintenant il te dit de placer la cale dessus. Alors là il te dit de la monter au plus haut de la cale, donc sur l'étage numéro 3, tout simplement parce qu'il va vouloir faire une petite gravure sur le milieu de notre planche. Et du coup il va jouer plutôt sur la sécurité. Je suis bête et discipliné, donc j'ai mis sur la hauteur numéro 3, et là vu que j'ai déjà installé mon graveur, ensuite tu appuies sur cadrage et début, et il va te faire un petit dessin, le logo Creality au milieu de ta planche. On se retrouve sur le côté toile. Je ne vais pas te passer les étapes, tu n'as plus qu'à suivre, ça donne des indications sur comment utiliser un petit peu leur logiciel. Nous, la seule chose qu'on va voir ensemble, c'est comment faire l'étalonnage de ta caméra. En haut, tu as calque et caméra, tu viens cliquer sur étalonnage. Pour ma part, j'en avais déjà fait, donc on va en faire un nouveau. Tu viens cliquer sur calibration, la petite roue qui est ici, et on n'a plus qu'à suivre les étapes. C'est donc livré avec ce petit truc là pour pouvoir faire de calibrage. Donc tu vas soulever ta porte du dessus, tu vas placer par exemple au milieu pour commencer, tac, on referme pour que la caméra puisse être en face tout simplement, et ici tu lui dis que tu veux venir faire une photo, la mise au point n'est jamais top, venir faire une photo de celui qui est au milieu, et il va te donner un chiffre. Et ensuite, tu vas déplacer, tu fais dans le sens que tu veux, il n'y a aucune importance. Tu vas déplacer ton papier sur la partie haut gauche, ensuite au milieu en haut, et ainsi de suite. Et à chaque fois, tu fais des photos. Le but, c'est que ce soit lisible. Il va te donner des numéros et il t'explique un petit peu comment ça marche au niveau du score. Sur le principe, tout score qui est inférieur à 50, ça veut dire que c'est pas de très très bonne qualité. Alors c'est dû à plusieurs choses. Ça peut être dû aussi au fait que si tu as ton axe comme ceci, si tu fais une photo et que ton axe il est à peu près dans le coin, ou si tu génères des ombres, et forcément la photo ne sera pas forcément propre. Donc à toi de penser à toujours déplacer ta tête laser en fonction d'où tu places ton papier de calibration. Si par exemple on place en haut ici et que tu vois on déplace un petit peu notre laser, on va avoir une zone d'ombre dans ce côté-là qui est due à la lumière. Toi, tu veilles à ce que ce soit le plus éclairé possible pour pouvoir faire ta photo. Et pareil, petit point de vigilance, ou pas, je sais pas comment te l'expliquer ça. L'idée, c'est que il te précise pas exactement s'il faut le mettre complètement sur le coin comme ceci ou un peu ici. En gros, si tu cherches les extrémités, tu risques d'avoir des photos qui sont un peu dégueulasses, et il va pas forcément bien prendre en compte, si tu veux, les bons repères. Dans tous les cas, dis-toi que ta zone de gravure,
bah, elle va pas aller complètement sur les côtés. Donc travaille plus la sécurité, tu te déplaces un petit peu comme ceci. Je t'ai fait une vidéo complètement détaillée hein, sur YouTube sur la gestion d'une caméra et comment on peut faire ça avec Lightburn ou autre. Donc là, tu vois, on va la placer ici. On referme notre graveur. On vient cliquer sur photo. Tac. Et là, je suis à 78. Et moi, je fais ça de mon côté. Je fais toutes les photos et on se retrouve juste après. J'ai alors des bons scores de partout. Tu vois, ils sont tous au-dessus de 50. Tout est dans les couleurs vertes. Donc, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Là, je vais te montrer comment ça va se passer ensuite. Donc en gros, donc, ça c'est ce qu'il aurait dû faire au départ sur ma plaque en contreplaqué. Il fait son petit logo. Maintenant, sur cette étape, il va venir graver des zones 1, 2, 3, 4 et le point central pour ensuite faire une photo et relier les points entre eux. Et c'est ça qui va nous permettre de faire la parfaite calibration de notre caméra. Je conseille de cliquer sur cadre pour bien que ton graveur laser soit repéré dans l'espace. Et ça va te montrer dans quelle zone il va faire, bah, tu vois, hein, ces petits ronds et ces petites zones de gravure. Et là, quand on va cliquer sur commencer, il va directement commencer à graver le centre au milieu, puis faire les points 2, 3, 4. Ce qui m'a surpris, c'est que normalement, on lui indique quel matériau on a placé à l'intérieur, pour qu'on puisse définir quelle est la puissance du laser. Là, une fois de plus, il a joué la sécurité. On l'a vu par exemple sur mon carton. J'ai fait la même chose sur un carton pour voir hein, si c'était trop marqué ou si ça pouvait être dangereux. Eh bien non, tu vois, sur un carton, il va pouvoir te marquer sans brûler ton carton. Donc en fait, vraiment, hein, il joue la sécurité comme si tu étais débutant. J'ai alors cliqué sur commencer, ça va se faire très rapidement, hein. Tu vois, il a commencé par le rond du milieu, ensuite il commence par le numéro 4. Pense à enclencher ton assistance d'air si tu veux à ton tuyau qui est dans la maison, hein, de bien le brancher à ton purificateur pour bien filtrer les fumées qui vont être à l'intérieur. Alors ça c'est une planche que j'utilise pour faire différents tests, donc c'est pas grave, hein. Il va me graver sur quelque chose qui est déjà fait. Et là, tu vois, en l'espace, allez, moins de 30 secondes, il a fait nos 4 points et le point central. On va pouvoir cliquer sur obtenir une image et on voit notre planche qui est dessous. Et ici, ne fais pas confiance à ce qui est écrit, il te dit de double-cliquer sur le rond central. Alors avec la souris, hein, tu vas pouvoir grossir et déplacer. Si tu double-cliques, ton opération va commencer à partir du rond central. Donc toi, tu dois aller chercher le numéro 1 qui va être caché ici. Hop, tu vois, on a numéro 1 et on vient donc double-cliquer au milieu, là où on a la croix. Ensuite, on dézoome, on passe au numéro 2. On vient double-cliquer au milieu. Pareil, on dézoome, on va au numéro 3. Je fais ça avec une main. Parce qu'il va y avoir ma gueule à l'écran. Je vais devoir mettre des stickers. Numéro 3, allez, tac, numéro 4. Le but c'est de créer un carré en fait. Et numéro 4. On dézoome. Tac, tac, on se déplace. Et on a notre carré. Et donc on a terminé la calibration de notre caméra. On clique sur terminer. On se retrouve sur notre logiciel. On vient dans caméra. Maintenant on clique sur photo. Et il va faire la photo de notre planche qui est dessous. Et pour voir si c'est précis, bah, je vais faire exprès de prendre une extrémité, par exemple le numéro 2, tu vois là j'ai zoomé avec ma souris, j'ai pas bougé ma planche qui était dedans, et on va s'amuser à mettre par exemple un rond par-dessus le rond qui est ici. C'est assez simple, hein. Tu viens ici, tu cliques, tu lui dis que tu veux un cercle, fais un cercle de 20 par 20, on va placer notre cercle sur notre cercle, voici, là, je suis à peu près droit. Maintenant, on vient dans calque, on lui dit quel matériau on a, donc on a du bois, oui. Il dit quel type de bois tu vas avoir à l'intérieur, donc moi c'est du bois en 5 mm d'épaisseur, hein. Et on clique sur confirmer. Le but c'est qu'il sait à peu près à quelle vitesse il va devoir travailler s'il fait de la gravure ou de la découpe par rapport au matériau que tu as choisi et que tu as inséré à l'intérieur. Et ici, tu vas choisir, est-ce que tu veux faire une gravure, est-ce que tu veux faire du remplissage ou est-ce que tu souhaites faire une coupe.
Et la différence, si tu as jamais par exemple utilisé de graveur laser, c'est que la découpe, bon, on a compris, hein, c'est que le but c'est qu'on passe à travers et qu'on découpe en rond. Le remplissage, c'est de remplir complètement en noir cette partie-là. Et la gravure, c'est tout simplement de faire un tracé, tracer notre rond. Mais avant de lancer quelque chose, quand tu utilises un graveur laser, tu as plusieurs façons de voir. Soit tu utilises ce qu'on appelle les coordonnées absolues, on verra après, soit tu lui dis d'utiliser les coordonnées actuelles. Il y en a d'autres, hein, des coordonnées, mais on va partir sur ces deux. L'idée, imaginons que notre graveur il est ici. Tu lui dis je veux utiliser les coordonnées actuelles. Donc ça, on a compris que lui, il va partir du point, du point où est présent ton laser. Je ne sais pas bien français ça, on va tenter de le refaire. Il va partir de la position où est ton laser. Je ne suis pas sûr que ce soit bien mieux. Bon, tu auras compris à peu près. En gros, il va partir de ce point-là. Tu vas lui dire d'aller faire un déplacement jusque là-bas pour aller faire ton rond. Moi, j'aime pas bien ça parce que même si on a des fins de course pour lui dire arrête ton mouvement, mine de rien, il va vouloir aller graver là-bas alors que là-bas, ça n'existe pas. Ça peut être intéressant la position actuelle si tu as par exemple passé une petite plaque qui est ici, un petit rond, ce que tu veux. Allez, on va prendre ceci. Mince, ça s'est barré. Je vais prendre une carte. Qu'on a mis une carte, qu'elle est bien en place, qu'on lui dit tiens, on va se mettre pile poil sur le bord de notre plaque et on lui dit vas-y, balance ta gravure. Et donc là, il va balancer la gravure sur la plaque. Moi, je n'utilise pas ça. Je préfère utiliser ce qu'on appelle les coordonnées absolues. Donc en gros, je lui dis quoi? Je lui dis, pars du principe où moi, tous les calculs ou tous les déplacements que je vais faire de mon plateau se fera par rapport à mon point home, qui est le point qui est ici. Alors les rois du laser, on va dire ceux qui sont plus pros, ceux qui sont non amateurs ou autres, ils vont me dire tu dis pas vraiment tout. Oui, effectivement, je vais pas aller plus loin que ça dans les détails parce que je te donne des bouts d'informations. C'est un peu plus complexe que ça dans la réalité, mais on va pas s'emmêler les choses parce que ça dépend aussi de différentes positions que l'on programme dans le logiciel. Mais moi, je te fais à ma façon la chose qui me paraît le plus simple. Donc, position actuelle, tac, moi je lui dis coordonnées absolues. Comment savoir si ton graveur est toujours au bon endroit et comment veiller à ce qu'il revienne au point 0? Et c'est assez simple, ton graveur est au milieu, il est n'importe où, on s'en fout. Et bien on va pouvoir venir ici, on clique sur la partie basse et on va lui dire je reviens au point home. Tac. Mon graveur laser vient se déplacer au point 0. Comment être sûr que ton graveur laser va aller sur le numéro 2? T'es pas certain, tu débutes, t'hésites. Moi je te conseille d'aller cadrer. Ça veut dire que le cadrage, c'est ton graveur laser qui va d'abord se déplacer, il va se mettre sur la zone, il va faire un petit déplacement, il va te dire moi j'ai prévu de faire quelque chose dans cette zone-là. Donc, allez, je te conseille vivement de le faire. Soit tu lui dis t'y vas qu'une fois, ou soit tu lui dis tu fais plusieurs passes jusqu'au moment où je te dis d'arrêter. Et pourquoi je choisis pas moi passe unique et que je choisis plusieurs passes et c'est moi qui lui dis d'arrêter? Et imaginons que ton ordinateur il est un peu plus loin là-bas dans la pièce. Tu lui cliques dessus, le temps d'arriver ici pour vérifier si il est au bon endroit, il a fait qu'un passage. Donc à chaque fois tu as intérêt de courir vite. Donc le mieux c'est de lui dire continue à faire des passes tant que je te dis pas stop. Et c'est ce qu'on va faire. Donc je lui dis continue à faire des passes. On ne change pas trop les paramètres de rapidité, on s'en fout. On lui dit allume la lentille laser. Le but c'est que toi tu vois là où il va faire la gravure ou la découpe. Si tu allumes pas le graveur laser, si tu lui dis pas envoie une petite impulsion assez faible qui marque pas mon bout de bois, tu verras pas, tu vas voir à peu près la tête laser qui va se déplacer autour, mais tu ne verras pas précisément. Donc clique sur allumer le laser. Et on appuie sur appuie sur cadrer. Ton graveur, paf, il fait le point 0, il revérifie où est-ce qu'il est, et il vient se positionner vers notre point numéro 2. Mais est-ce qu'il est en face? Là, on voit rien. Donc, on va venir dessous, je vais essayer de zoomer, et tu observes. Et là, il va faire, pas un rond, mais il va faire un carré. Il va te dire, moi, j'ai prévu de me déplacer dans cette zone-là. Donc là, c'est une zone de gravure. Toi, tu t'en fous de voir un carré, et tu veux voir plutôt quel déplacement il va le faire. Imaginons que l'on ait une pièce qui ressemble à un nuage. Donc si tu utilises le mode carré, il va faire
le carré du nuage, tout ce qui est autour du nuage, mais en format carré. Et si tu lui dis que tu veux la bordure, eh bien il va faire le déplacement de ton nuage. Il va te dire, bah, je fais tout ce chemin-là. Donc là, on va se mettre sur arrêter. Alors, c'est zoomé, ce sera peut-être pas bien propre, mais c'est pas grave. Hein. Je pense que ça, on voit quand même. On vient sur bordure et on lui dit cadre. Donc, on va dézoomer. Il va revenir chercher mon point homme, parce que tu vois, c'est ce que je lui ai dit, coordonnées absolues, viens prendre toujours ton point de repère ici, donc il part du point de repère et il retourne sur notre planche. Et là, tac, t'as vu, il ne fait pas le même déplacement. Il va faire un rond, et donc là, ça nous permet de voir qu'il a prévu de faire la gravure là où il prévoit son déplacement. Et c'est beaucoup plus simple de voir si tu es précis. Donc là, on va lancer. Et on va voir si on est précis. Alors c'est jamais précis à 100% hein, les choses qui se font avec la caméra, mais on va quand même observer notre gravure. Tac, je vérifie bien en haut à combien je suis, 3000 mm par minute, puissance 40. Écoute, on va dire qu'on lui fait confiance et on clique sur début. Le fait de cliquer sur début, pareil, il revient se mettre en sécurité en point 0. Et ensuite il va attaquer la gravure. C'est pour ça que j'aime moi les coordonnées absolues. Je me sécurise en fait. Hop, il grave une seule passe, c'est fini. Et maintenant on va vérifier si c'est précis. Et comme je te l'ai déjà précisé, c'est plutôt pas mal, mais c'est pas complètement précis. Donc ça c'est un exemple parmi d'autres. Mais à chaque fois c'est ça. En fait l'idée c'est que ça te donne ça va t'aider dans le positionnement de tes pièces, mais c'est jamais complètement précis. Donc l'astuce pour être précis, je te la donne maintenant. Vu que tu sais que l'option caméra, c'est jamais super précis tant qu'on n'a pas des caméras super intelligentes avec des autofocus ou autre. Donc ça t'aide, mais c'est pas le top du top. Bah, par exemple, on va prendre ceci. Imaginons que l'on veuille graver ou faire quelque chose avec ce petit rond d'acrylique noir. On va prendre la dimension de notre rond. On voit que c'est un acrylique de 55 cm, pardon. Et on va faire un rond de 5 cm ici. Donc, ce qui fait que tu fais une petite gravure de 5 cm. Tu places ton acrylique dessus. Et là, tu es sûr que quand il va balancer sa gravure, eh bien, il va graver pile poil dans cette zone-là, là où tu as fait ton rond de 5 cm. Si tu avais juste placé ton rond ici, tu fais confiance, tu fais une photo et tu lui dis de graver, eh ben, tu as bien vu que c'est pas toujours précis. Si tu fais quelque chose dans la partie centrale, eh bien, on a un peu plus de chance à ce que ce soit précis. Dès qu'on va chercher les axes, dès qu'on va éloigner les choses, bah, ta caméra va pas toujours être super efficace. Donc fais-toi des repères, tu fais un rond, tu places la pièce dessus, tu graves et là tu es sûr que tu matches. Et ben voilà les artistes, on a pu voir comment faire la mise en route en tout cas de cet appareil. Donc oui, c'est assez simple. La seule chose qui est pas toujours super simple finalement, bah, ça va être l'utilisation de ce logiciel, le placement de la caméra. Donc j'ai essayé de te guider pour te simplifier les choses lorsque tu feras la prise en main de ton côté. Non, c'est toi qui veux faire quelque chose, donc soit tu as déjà une idée du fichier qui est déjà préenregistré quelque part, soit tu n'as pas d'idée, tu veux faire des tests, bah, tu viens dans la maison Home juste ici. Tu as des exemples qui sont proposés par Creality. Imaginons que l'on veuille faire ce truc. Hop. Ça te donne 2-3 informations. Au départ, il avait été prévu pour un Creality Falcon 2, donc ça, c'est à prendre en compte parce qu'on n'aura pas forcément les mêmes niveaux de puissance ou de vitesse. Et on clique sur Faire. Ça va transposer le projet sur ton plan de travail qui est ici. Alors, je ne sais pas si on voit bien, comme ceci. On voit que ça ne va pas passer sur ta bécane parce que c'est trop grand. Donc toi, tu sélectionnes tout ça, tu déplaces, et ensuite, on va sélectionner essentiellement les choses que l'on veut graver. Donc on va pouvoir faire en deux parties, par exemple, graver ce morceau-là, et ensuite graver cette partie-là. Et pour ce faire, bah, écoute, tu sélectionnes tout ça, tu vas lui dire de désassembler, parce que là, tu vois, c'est un seul morceau, donc tu vas dégrouper, tac,
Ce qui permet de prendre par exemple que cette partie-là. Et cette partie-là, si tu souhaites la placer sur ta zone de gravure, tu peux la placer. Alors pareil, sois vigilant parce qu'il suffit que tu prennes juste ça là, et bien celui-ci tu vas le déplacer. Donc il faut être vigilant lorsque tu fais ton cadrage. Donc là, CTRL Z pour pouvoir le remettre en place, ou Pomme Z si tu as un Mac. On prend cette partie et on la déplace dans notre zone de gravure. On fait notre photo, on met notre planche, on vérifie quel matériau on a dessus. On va ajuster la puissance et la vitesse, parce que rappelle-toi, c'est un projet Falcon 2, c'est pas un projet pour la Falcon A1. Donc ce ne sera pas les mêmes vitesses, même si beaucoup de choses vont se ressembler. Toi, il faut des fois apporter des petits ajustements. Donc tu ouvres la grille de recommandation qui est livrée avec, que tu vas pouvoir télécharger, tu vérifies quel matériau tu as. Ici pareil, on a du bois en 5 mm. Il te dit que pour graver, il te conseille de faire une seule passe, vitesse 3000, puissance 40, et pour la découpe, il te propose de travailler sur une puissance de 100, sur une vitesse de 150 et sur une seule passe. Et ici, je vais m'amuser à voir si je peux couper en une seule passe un bout de bois qui est de 15 mm. Donc là, je suis sur une vitesse de 100 et une puissance de 100. C'était la même recommandation qui était prévue pour faire du contreplaqué en 5 mm. Et maintenant, on va observer si une seule passe auront suffi ou si c'est un fiasco. Alors, où est-ce qu'on en est? Eh bien écoute, on est vraiment pas loin. On est vraiment pas loin pour la coupe. Je vais essayer de retrouver ma perche et je vais forcer un petit peu pour voir jusqu'où ça a coupé. Et en deux passes, je pense qu'on est large. J'ai pas été bon, hein, j'aurais dû aller chercher ma perche dès le début. Regarde-moi ça. Ça a coupé nickel. Donc vraiment, ça se joue à rien du tout. On a juste la partie basse. Et la partie basse, en fait, le fait que j'avais appliqué une espèce de colle spécifique pour faire mes tests de sublimation, peut-être que ça a joué. Donc là, c'est soit on réduisait très légèrement la vitesse, soit on faisait deux passes, mais avec une vitesse plus élevée. C'est nickel, super propre. 15 mm. Un laser en 10 watts. Donc ça match nickel. Et ici, je vais tenter avec de l'acrylique noir. Alors, rappelle-toi, pour le positionnement, tout à l'heure, je t'ai rappelé, j'ai essayé de faire un rond d'abord en gravure. J'ai placé mon acrylique, mon rond qui est de 5 cm, sur le rond gravé. Dans le logiciel, je lui ai dit que j'utilisais de l'acrylique noir. Et j'ai rien changé par rapport aux configurations. Il me dit qu'il va travailler à 5000 pour une puissance de 80, une seule passe. Écoute, sous format d'image, ça me paraît un peu fort, mais écoute, on va tester. Donc on laisse faire et on voit ça dans les 10 minutes à peu près. Et là, important, hein, quand tu fais de l'acrylique, dès que tu sors sur des matériaux qui sont du plastique ou tous ces trucs-là, c'est super mauvais pour la santé. Hein. Donc pense vraiment à utiliser ton tuyau pour évacuer, soit en externe, soit ton purificateur pour pouvoir filtrer. Un, ça pue, si tu le sens comme ça, et deux, c'est mauvais pour la santé. Et maintenant, on va tester, tu sais, ils t'ont dit qu'ils ont prévu de te faciliter les choses, c'est-à-dire de te proposer des matériaux sur lesquels, normalement, si on place notre carte sous la caméra, il va reconnaître quels sont les paramètres associés aux matériaux que tu vas acheter auprès de Creality. Mais en soi, toi, tu n'es pas obligé d'acheter que des produits qui sont de Creality. Si tu utilises du contreplaqué en 3 mm, qui est ici, qui ne vient pas de Creality, et si on met notre QR code, normalement, il va reconnaître que c'est un contreplaqué de 3 mm. On teste, on met notre QR code ici. Alors, je vais prendre le smartphone, ça va trembler à nouveau, je vais te donner à nouveau le mal de mer. Je referme et on va voir si ça se reconnaît tout seul ou s'il faut une action de ma part du côté du logiciel. Alors il s'est rien passé, on va le refaire.
caméra. Côté logiciel, j'avais fait exprès de me mettre, tu vois, sur de l'acrylique pour voir s'il se passait quelque chose. Alors c'est moi là qui ai fait une photo auparavant pour voir s'il fallait appuyer sur caméra. Écoute, j'ai pas de reconnaissance. Alors je sais pas s'il y a une option, s'il faut faire quelque chose de spécial. Mais en tout cas, moi je suis un débutant, je suis là, bah ça marche pas. J'ai alors fait différents tests hein, pour cette histoire de QR code. Je me suis dit peut-être que c'est notre caméra ici qui fonctionne pas trop. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, ben, utilise la caméra de l'ordinateur, tu sais, pour la caméra qui est ici, juste pour scanner le QR code. Pareil, zéro message. Donc là, écoute, je sais absolument pas t'expliquer pourquoi ça fonctionne pas. Logiciel, pas logiciel, j'en sais rien. J'ai pas d'autres QR code. Ben, Creality a été un peu trop radin aussi sur le fait qu'ils envoient juste une planche avec un QR code, donc je peux pas tester avec d'autres. Donc aujourd'hui, je suis pas en mesure de te dire si c'est facile, pas facile. Chez moi, ça fonctionne pas. Alors chez moi, ça fonctionne pas, mais en tout cas dans un monde idéal, ça devrait être ça. Tu places ta carte, la caméra reconnaît le matériau et du coup va ajuster les paramètres. Il est temps de faire une conclusion sur ce Falcon A1 de Creality. On va regarder les pièces qui ont été gravées et puis on va refaire un petit tour des choses que j'ai appréciées et des choses que je trouve qui sont à améliorer sur ce A1. On va regarder déjà quelques pièces qui ont été gravées et découpées avec ce A1. Donc là, j'ai pas encore assemblé ma pièce, hein, tu vois, là j'ai pas encore ni nettoyé, ni mis les points de colle. Est-ce que je vais y arriver? Ni mis, je sais pas si ça se dit. Pff, je me fatigue. Je te laisse observer les détails. Là, on est sur du détail du coup de gravure, tu vois. Et on observe aussi les détails de découpe. La pièce est nickel. Franchement, la découpe est super propre. Les points sont extrêmement fins. Donc, pour du contreplaqué, là, en 3,2 mm, ça match super bien. Et ça s'est fait facilement. Pas de difficulté, pas de pièces loupées, ou alors quand il y a des pièces loupées, on a pu voir c'était plutôt moi qui avais fait des bêtises, en utilisant les paramètres qui étaient à peu près conseillés pour ce type de contreplaqué. Alors j'ai réduit un petit peu la puissance pour pouvoir faire la gravure. Je crois qu'il proposait 40, j'avais dû descendre à 35 ou quelque chose comme ça. C'était pas nécessaire d'aller graver plus profond, plus intense, pour pouvoir avoir ce type de résultat. Donc oui, c'est super propre. Pareil pour notre dromadaire, je te laisse regarder un petit peu les points de détail au niveau de la découpe. C'est nickel. Ce type de gravure, ou plus précisément ce type de découpe, hein, pour ce type de dromadaire, je te conseille de ne pas forcément utiliser, tu vois, la plaque du fond. Là, il pourrait être intéressant d'utiliser un plexi ou alors, tu sais, une espèce d'acrylique de couleur avec une source lumineuse, ou carrément le placer dans une boîte que tu peux aussi faire à la découpe, soit faire avec une imprimante 3D, et placer une petite lumière derrière. En tout cas, c'est super propre. J'ai voulu te montrer que même avec des graveurs découpeurs laser en 10 watts, on peut travailler des découpes plus profondes. Alors c'est pas le but de ce type de bécane fermée là. Quand on veut faire de la grosse découpe sur des bois épais, on va utiliser des 20 watts, 30 watts, 40 watts. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand tu utilises un graveur par exemple en 40 watts, c'est très bien pour faire de la découpe. Par contre, tu es obligé de redescendre en puissance pour avoir une finesse lorsque tu vas faire de la gravure. Donc, ok, ils sont polyvalents, mais ok, ils coûtent 2 fois plus cher. Et avec un graveur en 10 watts, et ben on voit que ça match aussi. On arrive à faire des découpes. Alors le bois, je te l'accorde, il est tendre là-dessus. C'est pas le but normalement de couper sur 1,5 cm. Mais en tout cas, ça a matché. J'ai testé aussi sur de l'acrylique. Alors ici, c'est pas top parce que en soi, c'est moi qui ai fait une bêtise, hein. J'ai utilisé une gravure, mais dans l'esprit d'une photo. Ce qui fait que j'aurais pu travailler autrement et faire plutôt de l'acrylique, par exemple avec du vectoriel ou autre, on aurait un meilleur rendu.
Là, le but de cette photo à l'origine, c'est plus pour pouvoir faire, tu sais, un peu de l'embossage, enfin, creuser la matière sur, par exemple, un graveur laser de type fibre, et tu vas graver pardon, dans du cuivre ou dans du laiton ou dans de l'acier pour pouvoir creuser et faire des reliefs. Bon, en tout cas, ça a matché. On était sur une vitesse de 8000 et puis une puissance de 80, je te dis peut-être des bêtises, 5000 pardon, 5000 en vitesse et 80 en puissance. À refaire, en tout cas, on voit que ça fonctionne, c'est juste la qualité ou mon choix qui n'a pas été bon. Qu'est-ce que j'apprécie vraiment sur ce graveur? Première chose, c'est le système d'enclos. Donc effectivement, il est efficace. J'ai pas de fumée qui est sortie pendant mes gravures ou mes découpes. Bien sûr, j'avais la filtration hein, qui était derrière, mais en tout cas, c'est hermétique. La qualité des matériaux, c'est pas du plastoc hein, à ce niveau-là, donc c'est vraiment bien pensé. C'est quali, il n'y a rien qui bouge, c'est stable. Donc la finition est pour moi un vrai plus. Le fait que c'est presque un plug and play, enfin, t'as vu, hein, t'as rien à brancher, t'as rien à monter, enfin, ça se fait en quelques minutes, donc ça aussi c'est vraiment très intéressant, surtout pour une personne qui débute. Et puis on n'a pas à se poser la question, est-ce qu'on a bien monté la courroie, est-ce que j'ai un petit peu trop de... est-ce que je suis en décalage d'un côté ou d'un autre lorsque je vais apposer des vis et resserrer des rails ou autre, bah là, t'as rien à faire. Et j'aimerais revenir sur un point qui est pour moi quelque chose qui n'est pas dans les choses forcément positives. On peut pas avoir du positif sur tout. C'est limitant et je te remontre un petit peu l'exemple. Si tu souhaites graver une boîte de ce type-là, en fait, en l'état, si tu laisses le plateau d'origine, tu es très limité par la hauteur. Hop, on va se mettre comme ça. Tu vois la hauteur entre ta tête laser et le bas de ton plateau. Donc forcément, hein, ta boîte elle passera pas et tu peux pas monter plus haut ton laser. Sinon tu vas tordre les câbles en haut, etc. Donc ici, la hauteur est d'environ 40 mm, donc 4 cm maximum entre la partie basse et le haut du laser, tout en sachant qu'il faudra placer une petite cale entre les deux. Donc allez, part dans l'idée sur des objets jusqu'à 3 cm 5. Donc sur le principe, ça peut te limiter dans les choses que tu vas graver, découper, à partir du moment où tu laisses le plateau au fond. Néanmoins, je t'ai expliqué dans une autre partie de la vidéo que tu peux bien entendu surélever ton laser, retirer la petite plaque du fond sur laquelle il y a juste 4 petites vis, ce qui fait que tu auras un espace creux qui te permettra de pouvoir placer ton laser soit sur des pieds, soit sur des boîtes, sur ce que tu souhaites pour pouvoir le surélever. Donc là, ça te donne la possibilité de travailler avec un rotary, ça donne la possibilité de travailler sur des pièces qui sont beaucoup plus hautes. Néanmoins, petite vigilance à avoir, le fait de travailler en hauteur, avec un décalage, et bien si tu n'as pas rajouté des petites barrettes en dessous, en tout cas si tu n'as pas fermé ton laser, ben forcément tu vas dégager de la fumée en dehors de la caisse, hein, en dehors de l'enclos de ton laser, parce que ta fumée elle va pas être attirée par ton ventilo suffisamment. Donc peut-être que c'est quelque chose qu'ils vont mettre en option ultérieurement pour avoir ce qu'on appelle des REOS. Là, il n'y a pas d'option pour l'instant. Alors les REOS, hein, c'est vite fait, hein, c'est facile à faire, soit avec une imprimante 3D sur laquelle tu vas faire par exemple une REOS comme ceci, soit avec des morceaux de planche, soit avec ce que tu veux. Hein, si tu es un peu bricoleur, bricoleuse, tu vas pouvoir remonter en fait ton enclos, ton laser pour pouvoir travailler sur des pièces plus épaisses. Chose un peu moins agréable, c'est la prise en main du logiciel. Aujourd'hui, c'est un logiciel un peu, on va dire, une version de Lightburn qui est simplifiée. Donc oui, une fois que tu as compris le principe, les quelques rudiments, c'est assez simple à utiliser. Mais ça pourrait être plus convivial. Là, on reste sur des notions qui restent assez techniques. Donc tu as des guides, ok, ça renvoie vers des petits tutoriels, c'est sympa. Mais je pense qu'il y a possibilité de travailler encore ce logiciel pour le rendre plus simple et encore plus accessible. Tant qu'on est au niveau du logiciel, on a vu qu'il y a une bibliothèque, elle n'est pas énorme la bibliothèque de propositions de produits.
Et aujourd'hui, ben, il y a très très peu de produits, quand je dis produits, c'est de fichiers hein, qui sont prévus initialement pour la A1. Il y a beaucoup de sources d'informations qui sont prévues pour les Falcon, ben, qui étaient les leaders de Creality, et ils ont beaucoup plus de recul. Donc je pense que la bibliothèque va venir à grandir, mais en soi, c'est une aide d'aller chercher un fichier dans la bibliothèque. Mais il y a plein d'autres fichiers que tu vas retrouver sur Internet qui sont mis à disposition gratuitement pour pouvoir faire des gravures et des découpes. Et puis après aussi, tu peux créer tes propres fichiers. Le bruit, eh ben on n'en a pas parlé, il n'est pas bruyant. Et ça, c'est cool. Tu vois là, il est allumé, il n'est pas en fonction, il est vrai, mais par contre, tu entends zéro bruit. Sur certains graveurs, ben, une fois qu'ils sont en attente de quelque chose finalement, tu as des bruits de ventilo, tu as pas mal de choses qui sont encore en fonction. Ben, lui, il est extrêmement silencieux. Et pendant l'utilisation, ben, il est silencieux aussi. Le fait qu'il soit dans un caisson, ben, ça va aider grandement, hein, ça réduit le bruit. Ce qui est finalement le plus bruyant, c'est la pompe d'assistance d'air qui est derrière, qui malgré tout est une des plus silencieuses du marché parmi les différents graveurs que j'ai testés. Par contre, le tuyau, on est sur un tuyau d'une toute petite dimension, hein, tu vois, avec une petite sortie, ce qui fait qu'il n'est pas parfaitement compatible avec tous les purificateurs d'air du marché. Pardon. Donc il va te falloir des adaptateurs, et c'est pas livré avec des adaptateurs, ni même quand tu achètes le MacPo qui est à côté, il n'a pas été pensé pour celui-ci. Donc à toi de trouver des solutions pour pouvoir réduire l'arrivée qui est ici, pour pouvoir adapter le tuyau, ou alors arriver avec un tuyau qui est plus gros pour réduire la sortie ici. Donc ça, c'est pas super bien pensé. Ils auraient pu mettre un tuyau de taille standard, ça aurait été beaucoup plus simple, comme ça s'adapte avec tous les produits. Donc oui, si tu achètes leur gamme Creality, eh ben, j'imagine que c'est bien pensé et que tout s'adapte parfaitement. Mais le but, c'est que on n'achète pas à chaque fois un purificateur d'air pour chacun des graveurs. Le système de déplacement est bien fait, encore XY, là-dessus je ne vais pas y revenir, ça matche bien, c'est fluide, il n'y a pas de saccade. La sécurité est au rendez-vous avec, tu sais, je t'avais montré hein, les capteurs de fin de course, donc ça matche bien. Sécurité aussi, je ne sais plus si je te l'ai dit, hein, quand on ouvre et quand on ferme notre graveur. Ce que j'aime bien par contre, c'est la bibliothèque des matériaux, donc il y en a plein à l'intérieur, et ça c'est cool, parce que finalement, souvent, tu sais, on tâtonne, et on ne sait pas trop quel réglage il faut faire. Donc on va utiliser le guide des matériaux, mais là, tu as quand même pas mal de choses qui sont préenregistrées. Donc ça, par contre, c'est un vrai plus, parce que si tu utilises un autre logiciel tel que Lightburn, eh ben, tu les auras pas, tous ces trucs préenregistrés. C'est à toi d'intégrer des nouvelles bibliothèques de matériaux. Donc là, bah, si tu utilises leur logiciel, bah, ça va être assez simple pour pouvoir paramétrer en fonction des matériaux que tu vas utiliser. Bon, la caméra, alors la caméra, on a vu ensemble, hein, c'est un plus. Moi j'aime bien, mais par contre c'est pas super précis. Tous les produits que j'ai testés aujourd'hui, il n'y a pas une caméra qui est super précise. D'autant plus que toi, quand tu fais ta calibration, tu fais ta calibration par rapport à une certaine hauteur. Demain, tu viens poser une plaque comme ceci, qui est plus haute. Ta caméra, elle scanne, mais est-ce qu'elle a la notion de distance, le fait que tu as fait toutes tes calibrations avec le truc qui était en bas, et puis d'un seul coup tu montes de 5 cm? Non, ça peut pas être parfaitement réglé, ça peut pas être parfaitement aligné, il faudrait qu'il y ait un système d'autofocus, etc. Donc oui, ça aide. Je t'ai montré les petites astuces hein, pour pouvoir faire en sorte que quand tu poses un nouveau matériau, tu sois pile poil dessus. Donc je te conseille d'utiliser mon astuce, ou d'autres, hein, si tu as d'autres idées, d'autres solutions, pour que tu aies une pièce qui soit au parfait endroit et que tu puisses graver proprement quelque chose de parfaitement rond, par exemple, comme celui-ci, et pas débordé. Le système à l'ancienne, un petit peu, hein, tu sais, pour pouvoir placer ton matériau et que tu sois à la bonne hauteur. Donc, ils sont très peu de graveurs de ce type-là sur le marché à avoir ce qu'on appelle un espèce d'autofocus, la possibilité que ta tête monte ou descende toute seule, ou qu'il adapte la puissance de ton laser. Donc écoute, il y a soit ce système-là, soit le système sur lequel tu sais, tu fais toucher une petite tige sur ton matériau pour régler la hauteur. La question va être, c'est est-ce que finalement, ils tiennent leurs promesses? Est-ce que c'est un graveur laser qui est facile pour tous les débutants? Est-ce que c'est à conseiller pour un débutant ou non?
Donc sur le principe, pour on va dire la possibilité de graver tout un tas de matériaux, oui, c'est super et c'est parfaitement adapté à des débutants. On n'a pas besoin d'avoir des graveurs en 40 watts, en 60 watts. Celui-ci est super polyvalent. Pour le côté prise en main, mise en place en tout cas, oui, c'est super simple, donc c'est parfaitement adapté à des débutants. Pour le côté logiciel, bon, on a vu que faut quand même un petit coup de main, ça prend, c'est pas magique. Un peu comme tout, hein, quand tu achètes une imprimante 3D, c'est pas miraculeux non plus. Il faut bien que tu apprennes ce que c'est qu'un slicer pour pouvoir découper tes pièces. Là, c'est la même chose. Il faut bien que tu apprennes à utiliser un logiciel pour pouvoir lancer une gravure, une découpe, un remplissage. Donc oui, ils sont sur un créneau intéressant pour des gens qui veulent débuter en laser et ça te laisse la possibilité de voir plus parce que finalement on a vu qu'il est polyvalent en 10 watts et il y a beaucoup de graveurs sur le marché en 10 watts qui suffisent pour faire plein de matériaux. Et faut pas t'arrêter juste aux trucs que tu trouves partout, tu sais, ça c'est espèce de... J'y arrive vraiment pas, de contreplaqué. J'essaie toujours de dire du placo, c'est du contreplaqué, je vais y arriver. Du contreplaqué, donc non, il y a plein d'autres trucs. Tu peux aussi graver sur du papier, sur du carton, tu peux découper du papier, tu peux utiliser du plexi, du liège, tu peux utiliser des petites cartes de visite en aluminium et graver dessus. Alors oui, ce sera un peu plus long qu'un graveur laser à fibre, mais en tout cas, c'est pas la même chose, c'est pas le même budget. Tu peux graver, alors ça c'est un échec sur un autre graveur que j'avais testé, mais en tout cas tu peux graver de l'ardoise, tu peux creuser un petit peu de l'ardoise. Tu peux graver du plexi, même du plexi transparent à partir du moment où tu le colores un petit peu. Tu peux utiliser par exemple un feutre ou une espèce de gouache que tu trouves à pas cher. Je te montrerai si tu le souhaites un jour, ou tu me mets dans les commentaires et puis je te dirai les références qu'on peut utiliser pour graver du plexi transparent. Tu peux faire plein de choses. Donc oui, c'est polyvalent, c'est adapté à tout public et c'est bien adapté aussi à un public de débutants. Pour la partie budget, écoute, c'est plutôt bien placé. On est aux alentours de 500 €. Tu auras un code promo que je vais te glisser avec le partenaire Geekbuying. D'habitude, sur la casquette, je l'ai oublié. Donc oui, code promo avec Geekbuying, je te le mettrai dans la description. Si c'est plus à jour les codes promo, tu m'envoies un petit message, tu mets dans les commentaires. J'en ai régulièrement. Des fois, le code promo est adapté au lien pour le site français. Des fois, il est adapté pour le lien du site européen. Des fois que pour l'un, des fois que pour l'autre. Des fois, ils changent leur code promo. Donc, je ne suis pas tous les jours derrière la revue pour pouvoir changer les codes. Donc, tu mets un message et j'adapte le code promo pour s'il est plus fonctionnel. Donc, c'est un budget correct. Si tu veux des graveurs laser fermés qui fonctionnent bien aujourd'hui et qui sont simples d'utilisation, c'est pas si simple que ça à trouver. Et avec des graveurs laser sur lesquels tu n'as rien à faire au déballage. Donc oui, il y a du haut de gamme que je ne vais pas forcément citer, mais qui sont plutôt à 1000-1200 balles et qui font le même boulot. Ce qui va changer un petit peu, c'est la partie logicielle, mais est-ce que la partie logicielle vaut les 500 ou 600 € d'écart? C'est à toi de voir. Je ne suis pas convaincu. Tu te rappelles de mon problème avec le QR code, donc j'ai rien voulu lâcher et j'ai essayé de comprendre. Et j'ai remarqué quelque chose. Donc il me fait ça en fin de vidéo, et je vais te le placer en fin de vidéo. Tu places ton QR code n'importe où, et en fait, moi je faisais comme ça, tu vois, je rebaissais directement mon couvercle dessus, et j'attendais, et rien ne se passe. Et j'ai remarqué quelque chose. Le fait de réouvrir un petit peu comme ceci, il détecte mon matériau. Donc, dans l'idée, c'est plus tu balances ton QR code au milieu, tu baisses ton couvercle, ta caméra, sans forcément aller jusqu'au bout, et hop, il commence à le détecter sur notre caméra. Mais si tu viens le refermer complètement à fond tout de suite, eh bien il ne voit pas ton QR code, même si tu attends 30 secondes ou 1 minute. Est-ce que c'est spécifique à la mienne? J'en sais rien du tout. Je crois pas avoir vu beaucoup de vidéos qui parlent de ce sujet-là. Mais en tout cas, tu vois, juste d'avoir une petite inclinaison au moment où on le referme, eh bien ça va scanner notre QR code. Et donc ça marche, il te retrouve ce que l'on a mis à l'intérieur. Tu mets oui, et il te dit que tu es bien sur ce truc-là en 3 mm et un plateau, enfin un truc en 200 par 200.
contreplaqué, hein. Je crois que je vais jamais y arriver à placer le mot contreplaqué. Donc c'est plutôt rassurant parce que mine de rien, ça me saoule un petit peu de se dire il y a un système de QR code et ça ne matche pas. Après, entre nous soit dit, on s'en fout un petit peu, hein. C'est un peu comme l'histoire des bobines avec les puces NFC. Le but c'est que tu achètes tout simplement des accessoires chez Creality. Mais vu que tu as toutes les beaucoup de bases de données d'autres accessoires que tu trouves sur le marché, eh bien tu n'es pas obligé d'acheter des produits Creality. Tu as déjà les pré-réglages qui sont ici. Et on va finir par rapport aux accessoires. N'achète pas ces cochonneries sur Amazon qui vendent ça une blinde. Ça te coûte, je sais plus, entre 15 et 20 balles. Tes contreplaqués en normalement à peu près 3 mm. T'en as pas un seul qui est exactement de 3. Ils sont plus à 3,2, 3,5. Et je peux dire, tu galères après quand il faut faire des assemblages. Tout simplement parce que c'est pas à la bonne dimension. Donc toutes tes pièces ici, elles ont été pensées pour pouvoir faire des, des emboîtements précis à 3 mm. Là, tu es à 3,2, 3,25 pour la plupart. Je te montre, hein, c'est cette marque-là. Enfin, tu n'as qu'un seul modèle dans cette gamme de prix. Donc, c'est vraiment de la mauvaise qualité. Donc, c'est très bien pour pouvoir faire, par exemple, des choses comme ceci, des dessous de verre, des découpes simples, mais pas pour faire des choses qui s'emboîtent. Et si tu veux quand même acheter ce type de choses, parce que c'est un petit peu moins cher que sur d'autres sites, eh bien l'astuce finalement c'est de placer ton projet et tu vas agrandir un tout petit peu le pourcentage de ton projet dans sa globalité et tu contrôles la dimension entre deux points pour savoir si elle est plus de 3 mm comme initialement ou si elle est plus de 3,2, 3,3, donc des choses qui vont correspondre à tes planches. À partir du moment où tu auras la bonne distance, tu pourras emboîter les choses correctement. Là, je me suis fait avoir comme un débutant. J'ai balancé mes plaques. Alors j'en ai certaines de bonne qualité qui sont à la bonne dimension, hein, de 3. Et finalement, j'ai pris un lot qui était les lots un peu low cost là. Et je me suis fait rouler. Donc, voilà. Je pense que j'ai plus d'autres choses à dire sur cette vidéo qui va durer encore trop longtemps, comme d'habitude. Certains l'auront vu jusqu'au bout, d'autres non. Ceux qui sont encore là jusqu'au bout, merci à vous. Un commentaire, un j'aime, une question, ou ne serait-ce un pouce d'encouragement, en tout cas c'est avec grand plaisir. Voilà pour cette revue, je reste disponible dans les commentaires. Pose les questions auxquelles j'ai pas forcément pensé. Je peux faire d'autres tests si tu le souhaites, ou j'ai pas pris le temps de tout expliquer. Donc tu les poses en commentaire, j'y répondrai dans les meilleurs délais. Je ne suis pas au tac toujours derrière un commentaire, mais en tout cas ce sera avec grand plaisir. Et en attendant, je vous dis à très bientôt les artistes.